Bonjour et merci infiniment de nous rejoindre encore à ce jour dans cette émission décryptage de l'actualité. Rencontre et un nouveau numéro. Je suis heureux de vous retrouver encore en ce jour pour réfléchir ensemble sur ces sujets brûlants de l'heure, à savoir ce sommet de Montpellier, sommet Afrique-France qui s'est tenu le week-end dernier et qui a réuni autour du président français Emmanuel Macron des activistes intellectuels venus d'Afrique et de la diaspora. Le sujet fait toujours débat. Faut-il répondre à cette invitation? Qu'est-ce qu'ils sont allés dire là-bas? Comment mettre cela en application? Quels critères de sélection de ces jeunes qui ont été à la plénière dans cette salle? Beaucoup parlent d'une théâtralisation, d'une mise en scène. Est-ce vrai? L'analyse dans cette émission de M. Medjan Yaovi Degli, président du mouvement Bâtir le Togo. Et puis nous parlerons également du 5 octobre. Il y a cela 3 décennies que cet événement s'est produit dans 2 pays. Quel bilan peut-on en faire? Où en sommes-nous aujourd'hui? Voilà autant de questions que j'aurai posées à mon invité, M. Degli. Bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour M. Wilson, bonjour Delta Santé, bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour au Togo. Merci. Alors vous avez accepté répondre à notre invitation sur certaines de préoccupations, en commençant par ce sommet Afrique-France ou France-Afrique, je ne sais pas ce qu'il faut dire exactement. Ça s'est tenu le week-end dernier à Montpellier. Et que dire, avant d'entrer dans le détail, en introduction, que dire en gros de ces relations entre la France et ses anciennes colonies d'Afrique française? Bon, je dirais que les relations entre la France et ses anciennes colonies françaises ont été les plus tumultueuses. Je crois que de tous les pays qui ont pratiqué la colonisation, la France est le pays qui est le plus controversé dans ses actions, dans son comportement après la colonisation et notamment dans ce qu'on a appelé ou ce qu'on appelle le néocolonialisme. Les actions de la France, les actes posés par la France dans ses anciennes colonies et dans ses anciens territoires sous mandat comme le Togo et le Cameroun sont des actes qui sont tellement décriés parce que, d'une façon générale, des actes très négatifs où il y a eu des forts impacts du colonisateur ou de l'ex-colonisateur, mais des impacts qui ont été essentiellement des impacts négatifs et des impacts qui ont heurté les populations africaines. C'est ce qu'on peut dire. Et donc, si aujourd'hui, on voit une France qui essaye de parler avec les populations africaines, il faut comprendre que c'est essentiellement parce qu'elle commence à sentir qu'elle risque de rater un coach si son action continue toujours dans la même lignée que ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la France n'a pas toujours voulu relâcher ses anciennes colonies, n'est-ce pas? Et que l'indépendance dont on parle, puisqu'il y avait 17 pays à l'époque, d'Afrique francophone dans les années 60 qui ont obtenu l'indépendance, c'était une indépendance sur papier, comme on le dit? Ce n'est pas une indépendance sur papier, c'est des indépendances de façade. C'est pas seulement sur papier. C'est ça. C'est-à-dire que même le papier, je ne sais pas si le papier vaut quelque chose. Parce que, en fait, la France dit avoir donné l'indépendance, mais en réalité, elle s'est simplement fait remplacer par d'autres personnes qui ont travaillé pour elle. C'est un peu comme l'esclavage, c'est fait directement par les Occidentaux, et quand les Occidentaux ont arrêté l'esclavage, ils ont utilisé, comme ils ont commencé à le faire avant d'arrêter l'esclavage, des locaux pour continuer d'asservir les populations africaines. La colonisation est venue, elle a perpétué cela, et quand le colon est parti, en fait, le colon a mis en place des gens qui sont à son service et qui lui sont absolument dévoués, qui sont ses godillots. Si vous n'êtes pas servile, eh bien, on vous remplace. Et c'est ce que nos dirigeants ont pour la plupart été pour la France jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il pouvait en être autrement, M. Degli? Parce que l'Afrique avait-elle suffisamment de moyens justement pour se défaire de cette domination ou cette néo-domination après les années d'indépendance? Je crois qu'on a toujours des moyens pour se défaire de la domination. Et je n'en veux pour preuve que le cas de Sékou Touré. Quand Sékou Touré a décidé qu'il voulait mettre fin à cette domination, il a mis fin à la domination. Bien sûr, avec ses conséquences. Hein. Oui, avec quelles conséquences? Les conséquences que la France a essayé de l'étouffer, mais Sékou Touré, son pays a marché, la Guinée a continué de marcher jusqu'à aujourd'hui. La Guinée, peut-être, n'a pas eu ces matières premières exploitées de façon
drastique et dramatique comme les autres pays, mais cela est tout à son avantage aussi, parce qu'aujourd'hui, la plupart des matières premières de la Guinée sont en l'état, et c'est maintenant, depuis les années 90, qu'elles sont exploitées, dont une bonne partie est censée normalement aller aux populations guinéennes, si ce ne sont les dirigeants qui s'en mettent plein les poches. Donc je ne crois pas que les conséquences ont été aussi dramatiques que cela pour la Guinée. Il y a d'autres pays aussi qui ont essayé, malheureusement ça n'a pas marché. C'était le cas de Sylvanus Olympio qui, pour le Togo qui a été sous mandat français, voulait se défaire de cette de ce colon, voilà, de cette tutelle d'un patron très regardant, je dirais, très imposant dans ses demandes. Malheureusement, il a été assassiné très rapidement. Sinon, certainement que le Togo aurait connu une marche proche de celle de la Guinée, mais certainement avec une gestion assez bonne. Bon, malheureusement, on n'a pas eu cette occasion. Bon, de l'autre côté, du côté de la colonisation anglaise, il y a des pays qui ont montré aussi un fort relent d'indépendance, comme le Ghana de Kwame Nkrumah, et le Ghana s'en est sorti et continue de s'en sortir. Donc on ne peut pas dire que le colon était aussi puissant qu'il peut tout imposer, qu'il pouvait tout imposer ou bien tout empêcher économiquement. C'est militairement que ces gens, que le colonisateur, surtout français, a réussi à embrigader les populations à travers une politique étrangère extrêmement dramatique pour l'Afrique, sur beaucoup de points, une légion étrangère militaire qui venait défaire et refaire l'Afrique, la Centrafrique en dit long, David Dacko déposé, Bokassa arrivé, Bokassa redéposé pour faire venir David Dacko, ainsi de suite. C'est-à-dire, il n'y a que la France qui a fait ça en Afrique. Les autres pays, notamment la colonisation anglaise, a eu aussi ses défauts. La colonisation lusophone a eu ses défauts, mais la colonisation française a beaucoup marqué négativement les populations. Aussi bien africaines dans les pays francophones que dans les pays anglophones, parce que les pays anglophones ne comprennent pas, et ne comprennent pas jusqu'à présent comment la France arrive à maintenir ses colonies ou ses ex-colonies dans ce genre de situation. Et pourtant, il y avait eu ce vent d'espoir dans les années 90 avec le fameux discours de la Baule, l'arrivée du président socialiste François Mitterrand, qui avait lancé justement le processus de la démocratisation du continent africain. Bon, le discours de la Baule, je crois que il faut beaucoup le relativiser. Si vous me permettez, je vais vous dire d'abord ce que Mitterrand a dit dans le discours de la Baule et l'analyse que moi, Jean Degly, j'en ai faite dans mon livre Togo, la tragédie africaine, sorti en octobre 1996. Il s'agit des pages 20, 21 et 22 de ce livre-là, dont je vais vous donner certains extraits. Ce que le président Mitterrand a dit, c'est que, je cite, « La France liera désormais ses efforts et contributions, ses efforts de contribution à tous les efforts pour aller vers plus de liberté. » Il a ajouté, « Plus tôt vous aurez des élections réellement libres et multipartites, mieux cela vaudra pour votre jeunesse qui a besoin de s'exprimer. » Fin de citation. Et il y a une nouvelle citation, « Je serai plus proche de ceux qui appliquent ce schéma. » Mais il a précisé en même temps qu'il autorisait que chacun pouvait aller à son rythme. Alors, qu'est-ce que moi, j'avais pensé de ce discours? Oui, mais du coup, quand on entend ça, c'est porteur d'espoir, n'est-ce pas? C'est peut-être porteur d'espoir, mais ce n'est pas créateur de processus démocratique ni de démocratie en Afrique. Et c'est l'analyse que j'en fais. C'est un discours qu'il faut relativiser. Parce que à l'époque où le président français faisait son discours, et contrairement à ce que les gens ont clamé en disant que c'est le discours de la Baule qui a tout chamboulé en Afrique, il y avait beaucoup de choses qui avaient évolué en Afrique. Et donc, j'en disais, ce discours qualifié d'historique et de créateur de processus démocratiques en Afrique était en réalité beaucoup plus un acte suiviste et opportuniste. Il s'inscrivait plutôt dans le cours de l'histoire, puisqu'au moment où il était prononcé, le bloc de l'Est était en train d'achever son effondrement. Les antagonismes Est-Ouest étaient donc sur le point de céder progressivement le pas à la détente, d'après guerre froide.
plus rien ne justifiait le maintien de régimes forts ou monolithiques en Afrique, puisque le péril rouge a été l'une des principales raisons de la naissance et du maintien de ceux-ci. Déjà, la plupart des autres partenaires de l'Afrique, comme l'Allemagne, le Canada et les USA, avaient commencé par rationner leurs subsides aux dictatures, exigeant de celles-ci les avancées démocratiques significatives. Et je suis parti plus loin dans l'analyse, en disant qu'il y avait déjà, depuis 1989, des mouvements en Afrique, Oui. notamment au Bénin, Oui. où le régime Kérékou était contesté, où les Béninois demandaient la démocratie. Il y avait des manifestations dans les différents pays africains. Nous, à l'université, en 1989, on avait déjà contesté un certain nombre de choses de la part du régime. Et en février 1990, le Bénin avait déjà mis en place et terminé sa conférence nationale et décidé de la démocratie. Ce n'est pas le discours de la Baule qui a fait ça. Au Togo, nos demandes qui avaient commencé ont contraint le général Yadema à réunir le RPT, un comité tout à fait spécial, qui a dit que bon, on n'est pas encore prêt à aller à la démocratie, mais on va séparer le parti de l'État, ce que personne ne pouvait imaginer avant cela. Et tout ça là, ça a précédé le discours de la Baule. Donc le discours de la Baule, en fait, pour moi, c'est un acte de quelqu'un qui a vu ce qui va arriver et qui s'est dit, voilà, si je ne me positionne pas par rapport à cela, je risque d'avoir des difficultés demain. Et d'ailleurs, très rapidement, lorsqu'on aura le sommet de Chaillot en novembre 90, mais Mitterrand fera deux pas en arrière. Il fera deux pas en arrière. Donc, c'est vous dire que c'est bien le discours de la Baule. Le discours de la Baule est en fait venu conforter quelque chose qui se passait déjà. Mais malheureusement, très tôt, la même France de Mitterrand a donné tous ses appuis aux dictatures qui ont résisté au vent de l'Est. Oui. Oui, alors dans la même logique, beaucoup plus tard, il y a un jeune président qui est arrivé, le plus jeune de la Ve République, Emmanuel Macron, et qui proclama à Ouagadougou la fin de la France-Afrique. Oui, le président Macron a proclamé la fin de la France-Afrique. Mais je crois que le président Macron est allé trop vite en guerre. C'est vrai. Il est clair que ce monsieur avait envie d'arrêter ce qui se passait entre la France et l'Afrique jusque-là. Il avait envie de l'arrêter. Mais la France-Afrique, c'est des relations qui sont presque séculaires, qui sont très enracinées, avec des réseaux immenses et solides. Et donc, il a beau proclamer, mais le mettre en application, c'est difficile. Vous vous rappelez, en 2008, de M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État de Sarkozy à la coopération, qui avait dit que Sarkozy a pris des engagements de finir avec la France-Afrique et qu'il faut définitivement tuer la France-Afrique et l'enterrer. Dès le lendemain, Bongo a demandé qu'on le change et Sarkozy a été obligé de le changer. Donc, alors ça veut dire que nos chefs d'État aussi ont cette forte influence et pression sur l'Élysée. Et dans tous les cas, il y a un certain nombre qui avaient une forte autorité sur l'Élysée parce que les politiques françaises sont financées par des gens. Les entreprises françaises ne sont en Afrique que parce que, ou bien n'ont été en Afrique jusqu'à une certaine période, que parce que l'État français les a imposées. Ce n'est pas dans les concurrences, dans les compétitions que ces entreprises françaises ont gagné des marchés en Afrique. C'est l'État français qui les a imposés. Et si vous êtes chef d'État, si vous n'acceptez pas que ces entreprises-là soient là et viennent exploiter et quelquefois de façon dramatique vos ressources, eh bien rapidement vous êtes renversé aussi. Donc, jusque-là, ces présidents étaient assez forts. Et ils ont utilisé cette force-là contre la France. Il a obtenu le départ de Jean-François Bockel. Je me rappelle encore du Figaro, je crois, du 20 mars, qui décrivait dans quelles conditions Jean-Marc Bockel a été enlevé et ramené au ministère des Anciens Combattants. Voyez-vous? Donc, tuer la France-Afrique, ça va être difficile. Je crois que le président Macron a envie de mettre fin à un certain type de relation qui est un peu une relation travestie ou controversée entre la France et l'Afrique. Mais je ne crois pas que durant son mandat, il pourra finir avec la France-Afrique. Ce sera très difficile. Donc cette relation encore de
de beaux jours devant elle, n'est-ce pas? En tout cas, elle a des relents qui ne disparaîtront pas maintenant. Bah ouais. D'accord. Et chemin faisant, il a trouvé un autre format pour réunir les Africains. La dernière fois, la semaine dernière, à Montpellier, c'était les jeunes activistes qu'il a invités dans un débat direct. C'est un sujet quand même intéressant, puisque c'était question des relations France-Afrique, justement, la démocratie dans les pays, avec certains sujets qui étaient quand même sensibles. Alors, comment vous qualifiez cet acte qu'il a posé? Je trouve que c'est une bonne chose pour la France, dans ses dirigeants, de parler avec les Africains. Mais vous savez, ce sommet, hein, si on peut l'appeler ainsi, en toute cette réunion, pose un certain nombre de problèmes. Est-ce qu'il est en réalité possible pour un chef d'État étranger d'appeler directement les populations de certains pays et puis de leur parler? Cela pose des problèmes de relations internationales et cela pose pour certains aussi des problèmes d'une certaine condescendance de la France. Okay? Je ne crois pas forcément que c'est par condescendance que le président français a voulu parler directement aux jeunes Africains. Il est jeune, il a écouté beaucoup de choses, il a compris que les populations africaines ne sont pas avec la France, en tout cas, contestent le comportement de la France en Afrique. De plus en plus, c'est l'expression des sentiments anti-français qu'on a remarqué. Oui. Dans tous les pays, à la fois francophones comme non francophones. Donc, je crois qu'il veut changer les choses, il veut changer les donnes, et il veut établir une relation entre le pouvoir français et les populations africaines, de façon à sortir progressivement de la tête de nos populations l'image de la France telle qu'on l'a eue jusqu'à présent. Sans forcément passer par les chefs d'État. Il ne peut pas, parce que les chefs d'État veulent une certaine relation, ils veulent qu'on les maintienne au pouvoir, il ne peut pas passer par eux. Or, les populations ne veulent plus justement que la France maintienne au pouvoir, ou bien que la France leur dicte les présidents qui doivent être au pouvoir chez eux. La France choisit librement ses présidents, les Africains voudraient pouvoir choisir librement leurs présidents, et voudraient que les résultats des urnes soient les résultats qui se traduisent dans la réalité. Pas qu'on aille aux urnes et que la France et un certain nombre de pays et un certain nombre d'organisations et cautionnent la magouille, la fraude dans les urnes. Donc les Africains veulent tout ça. Les Africains ne veulent plus de sociétés occidentales qui viennent chez eux et qui se comportent comme s'ils sont en terrain conquis. Et ils veulent que les Africains aussi puissent tirer des bénéfices, voilà, de tout ce qui soit. Donc, le président français voudrait essayer de corriger cela. Alors, il a appelé les populations, ou du moins les sociétés civiles africaines, il a appelé aussi... Elles sont forcément représentatives de cette Afrique dans ces rameaux. Je termine la première partie d'abord. Il a également appelé les hommes d'affaires, les business persons. Oui, les hommes et les femmes d'affaires aussi, les entrepreneurs. Il les a appelés aussi. Bon, maintenant, lui, il parle avec eux. Mais le président français seul ne fait pas la France. Peut-être que la relation ou bien les discussions auraient été bonnes si une certaine élite française, à qui on commence à donner une nouvelle éducation sur l'Afrique, et qui est censée prendre le pouvoir, en tout cas rester dans les arcanes du pouvoir aujourd'hui et demain, était face aux Africains en train de discuter, et de discuter franchement. Ici, aujourd'hui, pour le moment, c'est le président français seul qui a parlé des citoyens africains. Et cela irrite un certain nombre de chefs d'État africains. On a parlé d'un relan électoraliste. Bon, maintenant, est-ce que ceux qui ont parlé avec le président français sont représentatifs? On ne va quand même pas demander au président français de faire des élections en Afrique pour élire des gens qui vont venir parler avec lui. Non, on ne va pas demander ça. Donc, le président français a su qu'il y a au moins des voix qui sont en Afrique à travers ces sociétés civiles-là. Et il les a invités. Bon, le format peut évoluer après, mais parler de représentativité, ça c'est du blabla. Nos chefs d'État, qui pour la plupart rencontraient jusque-là le chef d'État français, ils sont représentatifs de quoi? Certains ne font pas 10% de l'électorat dans leur pays. C'est ça. Ils sont représentatifs de quoi? Alors, quand on veut parler de problème de représentativité, il faut faire attention. Parce que rapidement, on risque de se retrouver soi-même coincé quelque part. Oui, le problème, c'est que ces jeunes qui sont invités, ces intellectuels et ces entrepreneurs, ils ont reçu là-bas forcément des pays d'origine, non? Ou bien, comment ça s'est passé? Vous en avez une idée? Ils ont quoi? Reçu l'aval de leur pays d'origine. Écoutez, bien évidemment, si on dit que c'est le président français qui invite, il serait difficile pour les chefs d'État africains, en l'état actuel des choses, à moins d'être un Kagame, de s'opposer à ce que ces gens-là enfants. Et puis de deux, on n'est plus à cette époque-là où on empêche les gens d'aller discuter. Voilà, les gens veulent aller discuter
on leur a demandé, venez, on va discuter. Est-ce qu'ils ont commis une faute? Ils n'ont pas commis de faute, ils sont partis discuter. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui sortira de ces discussions demain? La mise en œuvre de ces discussions. C'est ça, c'est-à-dire, qu'est-ce que ces discussions permettront au chef de l'État français et à la France, ok? Je ne dis pas aux populations françaises, à la France gouvernante, celle qui gouverne la France, de faire demain pour améliorer les relations de la France avec l'Afrique. Surtout que, de plus en plus, les étudiants africains ne vont plus en France. La France, sur ce plan-là, est déjà en train de perdre pied. Il y a toute une génération qui, demain, va venir sans avoir eu grande relation avec la France, en dehors de quelques choses, disons, idées négatives que ces générations ont eues de la France. Ils sont partis faire leurs études aux États-Unis. C'est ça. Par exemple au Maroc, en Angleterre. Quand ils vont revenir en Afrique, ils n'ont pas de relation avec la France. Les comportements seront différents si ces gens sont aux affaires demain. Donc je crois que le président français tient et doit tenir compte de tout ça. La France doit revenir à un certain nombre de fondamentaux. On parle de la francophonie et la France refuse aux Africains de venir faire des études en France. Que représentera la francophonie demain? C'est ça. Oui. Alors, les esprits les plus sceptiques pensent que c'était une mise en scène et qu'en réalité, il était question de formater cette jeunesse que l'on trouve déjà révoltée et donc ayant pris conscience de la réalité des réalités africaines et qui veulent changer les donnes. Donc pour endormir ces consciences déjà, pour les préparer à les adapter à la nouvelle donne qui se présente, qui se prépare. Il me semble que non. Vous savez, hier les Africains étaient manipulables et manipulés à dessein, manipulés à l'envie. Aujourd'hui, les Africains ne sont plus aussi facilement manipulables. D'abord parce que l'information dans les pays francophones ne vient plus que de la France. Avant, l'information ne venait plus que de la France et ensuite des dictatures qui sont en place. Aujourd'hui, l'information, elle est plurielle. Elle est plurielle. Et tout ce que les gens voient ne permet plus de manipuler leur conscience aussi facilement. De deux, cette jeunesse qui est partie en France et qui a posé des questions aussi dures au président français. Les gens disent que c'est des questions toutes préparées. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Il n'y a aucun exercice. C'est faux. Ça dit, il ne faut pas que nous... C'est pas parce que quelque chose nous a paru mauvais, et c'est malheureusement ça le problème de la France avec l'Afrique. Le substratum sur lequel la relation France-Afrique est construite aujourd'hui est déjà mauvais. C'est pourri. La France a fait tellement de mauvaises choses en Afrique que tout ce que vous envoyez de négatif, même si c'est faux à 1000%, les gens vont le croire parce que c'est la France. Et c'est à cette image-là, la France doit la corriger. Donc, les gens disent du tout et n'importe quoi. Les jeunes qui ont posé les questions n'ont eu aucune question préparée. Aucune question préparée. Peut-être que certains ont dû rencontrer certaines personnes et discuter avec eux. C'est Alain Mabankou Alain Mabankou. Le Camerounais, là, non? Oui, c'est lui qui a préparé le sommet. Non, lui, il avait refusé, c'est l'autre, j'ai oublié son nom. C'est lui qui a préparé le sommet au départ. Et je ne crois pas qu'il est parti demander aux jeunes Africains de venir poser telle ou telle question. Non. Les gens qui... La France aurait organisé ça pour rien du tout, pour le plaisir, pour l'éloquence de ces jeunes, sans qu'il y ait quelque chose de caché derrière. Non, la France a son idée. La France veut changer son idée, l'idée que les Africains ont d'elle. Et il faut passer par la jeunesse, parce que c'est elle qui prendra le contrôle des pays demain. C'est elle qu'il faut préparer. Et là, dans ce cas, Maître, vous convenez que c'est toujours son intérêt qui est derrière. C'est normal. La France ne nous a jamais dit qu'elle vient défendre nos intérêts. C'est nous qui croyons que la France vient défendre nos intérêts. Nos chefs d'État le croient parce que la France les maintient en place. Les populations le croient parce qu'elles savent que c'est la France qui a mis en place les régimes de dictature. Elles demandent à la France de venir remplacer ces régimes. Mais à chaque fois que les populations demandent à la France leur oppose le fait que c'est des affaires internes. Voilà. Mais à chaque fois qu'il s'agit de remettre les dictateurs en selle ou de les soutenir, la France oublie que c'est des affaires internes. c'est ça. Jusque-là, c'est comme ça que la relation s'est passée. Mais la France est en train de défendre ses intérêts. Elle veut avoir demain des partenaires privilégiés. Qui préparent déjà. Dans la jeunesse. C'est-à-dire des gens avec qui elle va discuter pour savoir quelle est la mentalité et comment elle peut s'adapter à cette mentalité. Et c'est là où l'exercice que fait le président Macron est une bonne chose. Parce que ça permettra d'évoluer par rapport à ce qui a été fait jusqu'à présent. Ça permettra de ne plus rester dans cette relation France-Afrique étriquée, qui est une relation avec un certain nombre d'individus qu'on maintient en place en se disant tant qu'il est fort et qu'il peut dominer tous les autres, eh bien nous avons nos intérêts qui sont préservés. Ils préfèrent plutôt
rentrer dans la conscience des Africains comme étant un État qui veut, comme la Chine le fait, du gagnant-gagnant, et puis évoluer sur ça. Et les discussions que le président Macron a eues dernièrement avec les Africains lui permettent d'avoir une mine d'informations pour savoir comment évoluer. Mais, même si, à la fin du compte, son mandat, j'espère qu'il en aura un second, ne permet pas de régler tout le problème, il permettra de poser un certain jalon, quitte à ce que les autres qui viennent aient la même philosophie que lui. Ce n'est pas sûr. Rien n'est moins sûr. Il n'est pas sûr que les gens qui suivront le président Macron auront la même philosophie que lui. Et s'ils n'ont pas la même philosophie, on reviendra encore à la case départ. Maintenant, on attend de voir quels résultats concrets donnera la réunion de la fois dernière. Et surtout, comment mettre en œuvre ces résultats. Non, ça dit, c'est ce que je dis. Ça dit, quand je dis quels résultats concrets, c'est-à-dire quelle réalisation concrète on aura de ce qui est sorti, voilà, de ce qui est sorti de... Puisqu'il faut revoir tous ces accords de coopération avec la France, un accord militaire, économique, technique, etc. Parce que c'est des accords qui sont vieux, qui datent de très longtemps. Aussi, des accords qui datent de plus de 60 ans maintenant. Vous savez, il y a ces accords. Mais il y a aussi la manière dont les accords sont appliqués. Les accords de défense avec la France, quand moi je les ai lus, quand j'étais en France pendant la vingtaine d'années que j'y ai passé, quand je les ai pris, je les ai lus, et j'en ai parlé dans mon livre, aucun des accords ne dit que la France signe un accord avec le chef de l'État, un chef de l'État, et que si le chef de l'État est renversé, il va le mettre en place, il va le remettre en place. L'accord dit concrètement que si le pays est attaqué. Donc c'est des accords de défense. Mais pardon, c'est le président qui représente le pays, qui représente l'accord de défense, c'est-à-dire c'est lui qui représente l'intégrité territoriale. Quand le président Léon Mba a été renversé, qu'on est venu le remettre en place, quand on est allé défaire et refaire les choses en Centrafrique, la présidence en Centrafrique, c'est ça l'accord de défense? Ce n'est pas ça l'accord de défense. L'accord de défense, c'est quand il y a menace sur l'intégrité territoriale. Oui. Et le président de la République ne représente pas l'intégrité territoriale. Surtout si ce sont ses propres compatriotes qui décident de le renverser, parce qu'ils ne gouvernent pas bien. Vous voyez? Et voilà que certains pays d'Afrique se tournent vers d'autres partenaires. On cite souvent le cas de la Chine, de la Centrafrique, mais aussi de la Turquie, qui font des incursions déjà en Centrafrique, au Mali. Alors, est-ce que c'est la solution, le fait de changer de partenaire ou de tuteur, entre guillemets? Non, l'Afrique n'a pas besoin de tuteur, justement. Le plus grand danger serait que ces pays qui négocient avec... Wagner? Non, je ne sais pas si un pays a négocié avec Wagner. Je n'ai pas encore vu d'accord avec Wagner. Le président Touadéra n'a jamais dit qu'il a signé un accord avec Wagner. Il dit qu'il a signé des accords de coopération avec la Russie. Le Mali n'a jamais dit qu'il veut signer un accord avec Wagner. Tout le monde sait que Wagner, c'est la main secrète du Kremlin. Tout comme Bob Denard et l'autre, Paul Barillon, ont été la main secrète de la France, tout comme la Légion étrangère est la main secrète de la France. Qu'est-ce que vous voulez? Chaque pays intervient à l'étranger avec les éléments dont elle dispose. Aujourd'hui, Bolloré intervient en Afrique. Bolloré, c'est la France. Quand Bolloré avait des problèmes au Togo à une certaine époque, je me rappelle, j'ai appris qu'on a interpellé le président français en lui disant, quand on aime la France, on aime ses entreprises. Alors, pourquoi est-ce qu'on refuserait à d'autres de venir avec leurs entreprises, avec les éléments dont ils disposent? Chacun peut venir en Afrique. L'essentiel, c'est que ce soit des relations gagnantes-gagnantes et que l'Afrique tire aussi en profit. Et l'Afrique a d'autant plus d'intérêt à diversifier ses partenaires qu'il faut une concurrence. L'Afrique est aujourd'hui une demoiselle beaucoup courtisée par le monde entier parce que c'est le pôle de développement de demain. Alors, l'Afrique ne va pas l'Afrique ne va pas se mettre dans le lit d'un seul partenaire, non. Elle se laisse courtiser. Elle choisira le partenaire qui lui semble le meilleur, le plus beau, le mieux disant. Mais c'est ça que l'Afrique doit faire. Si la France est en Afrique, le partenaire la mieux disante, surtout que les pays francophones africains ont déjà une bonne tradition avec la France, mais les entreprises françaises et la France sera choisie. Si la France n'est plus l'entreprise, ou du moins le pays qui est le meilleur dans les relations de coopération, il faudrait comprendre que les Africains ne peuvent pas donner l'exclusivité de leur coopération à la France, même si cela leur fait mal. Et puis c'est très important d'insister sur le fait qu'aucun pays au monde n'est en relation bilatérale avec un seul pays.
c'est le multilatéralisme Actuellement. dans le bilatéral. C'est-à-dire, j'ai la France, j'ai la Turquie, j'ai l'Allemagne, j'ai tel pays. Et tout ça là permet au pays de se développer. La France n'a pas un seul partenaire. Les États-Unis n'ont pas un seul partenaire. Pourquoi imposer aux pays africains, surtout de l'espace francophone, de n'avoir qu'un seul partenaire? On ne peut pas. Par contre, la France doit se battre pour que, à concurrence ouverte, elle soit la meilleure. C'est ça. Et elle a cet avantage-là que parlant la elle- même langue que nous, étant déjà là, elle peut toujours être choisie une fois qu'elle montre que non, qu'elle est capable de travailler pour les intérêts des Africains. C'est ça. Ouais. Oui, peut-être encore une dernière question sur cette relation France-Afrique. Alors finalement, comment les Africains peuvent-ils s'organiser pour discuter d'égal à égal? Parce qu'on a souvent pensé que la balance est toujours du côté, n'est-ce pas, de ces ex-colonisateurs. Hein? Vous savez, le Mali a discuté d'égal à égal pendant très longtemps avec la France, depuis les indépendances et même depuis avant les indépendances. Ils ont discuté d'égal à égal avec la France. Aujourd'hui, le président Kagame discute d'égal à égal avec la France, impose même à la France la position qu'elle doit avoir par rapport à son pays. Alors, les Africains peuvent s'émanciper et discuter d'égal à égal avec la France à condition que nos chefs d'État commencent à comprendre qu'il faut rendre compte à leur population. Commencent à comprendre que c'est celui qui est élu, celui que le peuple a choisi, véritablement, qui doit être au pouvoir. Et quand on aura compris ça, quand on aura compris que la légitimité nous vient de nos populations, de notre peuple, nous n'avons plus à avoir à réclamer une légitimité de la France. C'est aux populations qu'il faut rendre compte. Et c'est ce que les Maliens ont dit dernièrement. Ils disent, mais nous avons besoin de protéger notre population, nous avons besoin de protéger notre peuple, et nous rendons compte à notre peuple, nous rendons compte aux Maliens. Les Guinéens qui ont fait le coup d'État la fois dernière, c'est la même chose qu'ils ont dit à la CEDEAO. Écoutez, faites tout ce que vous voulez, faites le tintamarre, mais nous rendons compte à nos populations, et c'est ce que nos populations ont décidé que nous ferons. Vous savez, quand on arrivera là, et qu'on sera dans une reddition de comptes par rapport aux populations, quand on sera dans des systèmes qui sont tels que celui qui a véritablement emporté les élections dans les urnes et celui qui est proclamé comme vainqueur, nous nous débarrasserons de certaines contingences, de certaines dominations, de certaines impositions, et les Africains pourront discuter d'égal à égal en sachant que demain, personne ne viendra les renverser parce que c'est lui qui les a mis en place, mais que tout le monde sera obligé de respecter leur position parce que c'est la position qui va dans l'intérêt général de leur pays. Voilà. On va clôturer ce premier volet de la discussion par ce coup d'État, dans un nouveau format qui arrive. On a vu le cas au Mali, on a vu le cas en Guinée. Alors, est-ce que c'est une menace ou bien est-ce que c'est dans la logique de ce processus de changement voulu par les Africains? C'est une menace pour tous les pays où les chefs d'État veulent multiplier les mandats. C'est une menace. Mais en même temps, cela s'inscrit dans la logique des choses. Un chef d'État qui pense que non, qu'il n'y a que lui qui peut gouverner le pays, qui est indispensable, qui veut rester au pouvoir à vie, nécessairement à un moment donné, si les populations qui sortent dans la rue, vous les tuez, les gens que vous envoyez les tuer peuvent retourner l'arme contre vous à un moment donné. Et c'est ce qui s'est passé dans ces pays-là. Les gens que vous envoyez pour tirer sur la population, à un moment donné, ils se disent, mais non, en fait, c'est nos frères, et ils ont raison. Et ils retournent l'arme contre vous. Et c'est grave. C'est grave. Cela pose tout le problème de la bonne gouvernance et de la gouvernance respectueuse des règles, respectueuse des institutions, respectueuse de la Constitution. On modifie les constitutions, on tripatouille, on change, on rechange. Quand on a fini son mandat, on revient, on change la constitution pour revenir, ainsi de suite. C'est extrêmement dangereux. Donc je crois que sur ce point aussi, les Africains doivent réfléchir. C'est à la fois un danger et un processus qui s'inscrit dans la logique des choses. Les populations ne peuvent plus continuer de supporter le fait d'avoir des gens qui s'imposent à eux, qui leur imposent tout, mais qui ne leur donnent aucun bien-être. C'est ça. Une gouvernance qui ne donne pas le bien-être est une gouvernance qui est contestée, et une gouvernance qui est contestée, quand il y a des forces pour la renverser, on la renverse. Rencontre et un nouveau numéro, nous parlons du sommet de Montpellier. Maître Jean-Yves Deguili du mouvement Bâti le Togo est mon invité. Maître, on devrait dans discussion, ce sont ces événements du 5 octobre.
on a encore en mémoire toute une génération, n'est-ce pas? C'était un vendredi 5 octobre 1990, considéré comme le déclic, l'un des déclics de l'amorce du processus démocratique chez nous. Alors, je ne sais pas, 30 ans après, plus de 3 décennies, quel souvenir vous en gardez encore de ce moment qui a quand même suscité pas mal d'espoir dans le collectif, dans la conscience collective des Togolais à l'époque? Je pense que ces événements, les gens qui les ont vécus... Vous étiez l'un des acteurs. Oui. Les gens qui les ont vécus auront toujours une mémoire vive. Parce que c'est la première fois. Oui. C'est la première fois dans notre pays, au-delà de ce qui s'est passé dans la période des indépendances et juste au lendemain des indépendances, c'est la première fois dans notre pays que les populations se sont levées, surtout face à un régime dont on a dit qu'il est le régime le plus solide, qu'il est la dictature militaire la plus solide en Afrique. Et que personne ne pouvait imaginer à l'époque que l'on s'attaqua au régime Eyadema et on arrive à le plier. Et les populations, à un moment donné, ont dit « non, ça suffit ». Et justement, il faut réfléchir à ça. Vous savez, une population que vous piétinez, que vous poussez, lorsqu'elle a bien le dos au mur, elle n'a pas d'autre réaction que de devenir agressive. Elle a beau être pacifique tout le temps, vous avez beau tirer sur elle, vous la transformez en un chat qui devient un tigre. Donc, je crois que ces mouvements du 5 octobre 1990 sont encore dans toutes les mémoires, et moi en tout cas, je crois que je les porterai jusque dans ma tombe. Sauf qu'on a raté le coche, parce que le processus a un goût d'inachevé, n'est-ce pas, maître? C'est sûr que le processus a un goût d'inachevé, mais le processus a permis qu'un certain nombre de choses se passent au Togo aujourd'hui. Même si actuellement, tout est fait pour effacer au maximum tous les espaces de liberté publique qui ont été conquis à cette époque, je crois qu'il y a eu quand même une évolution, une grande évolution. Aujourd'hui, aucun Togolais ne peut dire que non, que ces informations viennent d'une seule source. On a toutes les sources d'informations. On a la presse libre, donc la liberté de presse. On a des associations qu'on a créées, même si dernièrement on a arrêté un peu la création d'associations, la liberté d'association. Il y a la liberté de religion. Il y avait eu une époque dans ce pays où il n'y avait que certaines églises qui pouvaient tenir religion, qui pouvaient tenir messe, en dehors de l'église catholique, de l'église protestante, et à la rigueur des assemblées de Dieu, tous les autres qu'on voit aujourd'hui crier partout étaient interdites. Nous avons dû nous battre pour obtenir que il y ait la liberté de religion. Et c'est à la conférence nationale que nous avons systématisé ça. Moi, je fais partie... Malgré les débats qu'on constate ça et là dans ces... Non, moi, je fais partie de ceux qui ont fait créer l'association pour les églises, pentecôtistes notamment, pour venir à la conférence nationale. Association dont un des responsables était d'ailleurs mon oncle, pour venir à la conférence nationale et pour exiger. Et on a eu. Mais aujourd'hui, à l'époque, ces religions... où ces églises étaient qualifiées de sectes. Aujourd'hui, ce sont ces églises qui qualifient les autres de sectes. C'est extraordinaire. Et puis, le danger, c'est que cette liberté, comme la plupart des autres libertés, quand on n'a pas appris aux gens à les exercer de façon responsable, elles sont devenues du libertinage. Et elles donnent dans la dérive, dans beaucoup de dérives. On a n'importe quel type d'église qui font n'importe quoi, qui disent n'importe quoi, mais c'est aussi sur ce plan-là, c'est une catastrophe. Et il faut regarder de plus près et puis réorganiser ce domaine. Il faut réorganiser ce domaine. N'importe qui est dans une église qui voit que le pasteur, parce que c'est devenu aussi une question d'argent, le pasteur ramasse les sous et ne lui donne pas, le trésorier quitte et puis crée sa propre église. Et quand il crée son église, son trésorier, un certain nombre de personnes vont quitter demain, ils vont créer leur propre église. Bon, bientôt je vais créer la mienne. Et puis ça, c'est une question d'argent. C'est ça. Je vais la créer, je vais vous mettre dedans, mais je serai le trésorier. Non, moi, c'est moi. Alors, il faut donc canaliser toutes ces libertés pour qu'il n'y ait pas justement de dérives en la matière. Normalement, oui. Le problème du Togo, le problème concret du Togo, c'est que nous sommes battus pour les libertés. Mais le régime en place n'ayant jamais accepté cette lutte et ces libertés, n'a jamais permis qu'on enseigne aux populations comment exercer ces libertés. Donc les populations croient que la liberté, c'est tout. Et c'est le travail aussi des associations. Mais elles ont quel moyen bâtir le Togo va aller sur quelle onde pour faire ce travail? Bâtir le Togo va se promener dans le Togo entier, payer de la poche de nos militants
pour aller faire ce travail. Ce travail dans les pays est organisé par le pouvoir politique, le pouvoir public. Les pouvoirs publics, c'est eux qui organisent ce travail et qui l'organisent de façon systématique, qui permettent aux associations, qui permettent aux partis politiques, qui permettent aux gouvernants de venir sur les ondes et de faire ce travail. Et qui donnent les moyens pour que les partis politiques, les associations, les membres du gouvernement puissent circuler dans le pays, aller sur les différents médias à qui on donne des moyens. On n'a jamais organisé ça. Parce que au Togo, le pouvoir a toujours eu peur que si les gens sont conscients de leur liberté, ils deviendront dangereux. Ce n'est pas ça. Il vaut mieux qu'ils soient conscients de leur liberté et en même temps de la limite qui est imposée à leur liberté, qui s'impose à leur liberté. Et donc, en même temps de leurs devoirs. Mais on n'a jamais fait ce travail. Alors, quand vous dites à cette population qu'elles ont des devoirs, vous dites, mais attendez, devoirs. Vous nous empêchez d'exercer la liberté, vous dites qu'on a des devoirs. Donc, nous n'avons que des devoirs. Alors que tout ça là, c'est dans l'éducation. Au Togo, nous avons eu une période de transition qui s'est déroulée dans la douleur, dans les difficultés, dans les conflits, dans les problèmes chaque jour. On n'a jamais eu l'occasion de véritablement faire le travail. Et quand les partis politiques se sont installés, ont pris le paysage politique, on ne leur a jamais permis, et on ne les a jamais obligés à faire ce travail. On doit les obliger et leur permettre. C'est-à-dire que c'est devenu une contrainte pour les partis politiques et des organisations, et on leur donne les moyens, donc obligation et moyens pour aller faire ce travail. Et c'est ça qui sauve les pays. Quand les gens ne connaissent pas les limites à leur liberté et ne connaissent pas leurs devoirs, c'est difficile de leur dire de les exercer et de les respecter. Autre préoccupation, on a souvent dit que ce sont les politiques justement qui ont récupéré très tôt ce mouvement du 5 octobre, ce qui fait que ça n'a pas marché parce qu'il était question justement des agendas, des calculs des politiciens. Non, il y a quelque chose là-dedans qui est vrai, que c'est de notoriété publique. Le politique récupère toujours. Vous savez, le 5 octobre, Logo Dosouvi, Douglas Belengo, ils étaient en prison. Nous avons plaidé pour eux le 21 septembre. Nous avons organisé les jeunes pour que ce jour-là, ils puissent venir dans la salle et revendiquer un certain nombre de libertés. Ils sont venus avec des pancartes, ils ont chanté l'hymne national qui a été banni, Terre de nos aïeux, dans la salle le jour-là, et comme nous les avons galvanisés, nous les avons préparés pour le 5 octobre. Ils sont venus. Logo Dosouvi était en prison, Doglo était en prison. Lorsque ces mouvements ont eu lieu, juste après, quand ces gens ont été libérés, et qu'ils ont dit qu'ils étaient membres de la CDPA, moi j'ai travaillé avec Logo Dosouvi, on n'était d'aucun parti politique. C'est après la sortie de Logo Dosouvi de prison, quand moi je me suis battu pour qu'il sorte de prison, c'est quand il est sorti de prison qu'un jour il est venu me parler de CDPA. Et pourtant, la CDPA dit que c'est elle qui a organisé le 5 octobre. Et la CDPA a créé une association MO5 où des gens qui n'ont jamais connu le 5 octobre, des gens qui se sont même opposés à nous, au moment où on organisait les mouvements contre le régime, ces gens-là sont retrouvés dans le mouvement du 5 octobre comme étant... J'ai trouvé ça ahurissant, je ne veux pas citer leur nom, mais c'est extrêmement dangereux. C'est vrai, le politique ne fait que ça. Oui. Le politique veut tout récupérer. Mais une chose... C'était un mouvement populaire, n'est-ce pas? Une partie organisée, une partie spontanée. C'est-à-dire, on a organisé des gens qui ont donné le ton. Et quand ils ont donné le ton, le ras-le-bol qu'il y a dans la population a fait que des gens sont sortis pour nous rejoindre. Voilà. OK? Pour rejoindre le mouvement. Maintenant, ce n'est pas parce que les partis politiques ont récupéré le mouvement que les choses ne doivent pas se faire. Je crois qu'il y a une certaine bonne foi qui doit être manifestée à la fois du côté des partis politiques que des pouvoirs en place, des gouvernants, pour que la réalité de ce que veut le peuple se traduise dans la réalité, dans les faits. Que les partis politiques aient récupéré le mouvement. Est-ce que ça veut dire que les Togolais n'ont pas voulu la liberté à travers le 5 octobre? Qui n'ont pas voulu la liberté publique? Qui n'ont pas voulu le bien-être? Qui n'ont pas voulu le développement? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors que les gouvernants se cachent derrière le fait que les partis politiques ont récupéré pour ne pas faire ce qu'il faut, que les partis politiques eux-mêmes se cachent derrière le fait que certains ont récupéré pour ne pas faire ce qu'il faut, je ne crois pas que c'est une solution. Alors dans l'esprit des critiques, c'est que vraiment ça a diminué l'ardeur à l'époque, parce qu'en fait très vite, eh bien, avec la formation des partis politiques, il y avait la charte des partis politiques déjà à l'époque, et donc c'était le vis-à-vis direct à discuter avec le pouvoir. Oui, c'est sûr que nous qui avons été les leaders des mouvements des 90 et 91,
nous avons commis l'erreur de dissoudre le phare qui a encadré ces mouvements à un moment donné et de laisser rapidement la place pour le renouveau. Oui. Et de laisser la place aux partis politiques. C'est une erreur. Parce que au niveau du phare, nous n'étions pas intéressés par le pouvoir, mais nous étions intéressés par le changement et nous étions intéressés par la défense de l'intérêt général. OK? Mais les partis politiques, par excellence, sont créés pour défendre leurs intérêts personnels. Oui. Comme dit chez nous, c'est ça. Ils sont dans leur camp, ils défendent leurs intérêts. Ils veulent le pouvoir et rien que le pouvoir. Et ils oublient. Et la conception, quelquefois, de certains partis politiques, surtout dans nos pays, est devenue très obtuse. Ils ne voient que le pouvoir, sans savoir même ce qu'ils vont faire avec ce pouvoir-là. Parce que le pouvoir, quand on le conquiert, il faut faire quelque chose avec. Quand on veut le conquérir, il faut avoir un programme qu'on va exécuter quand on conquiert le pouvoir. Mais les gens ne voulaient que le pouvoir et le pouvoir pour le pouvoir. C'est vrai, c'est une réalité. Mais, au-delà de cela, des choses peuvent être faites. Des choses peuvent être faites. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'un certain nombre de choses peuvent être faites. Le mouvement du 5 octobre, les raisons pour lesquelles ce mouvement est né sont encore là aujourd'hui. Et je crois que ces derniers temps, avec tout ce qu'on voit dans nos pays, on a l'impression que nous sommes à la veille du 5 octobre. On a l'impression. Un certain nombre d'actes, un certain nombre de faits, un certain nombre de comportements donnent l'image exacte de ce qu'on avait avant le 5 octobre. Et si le peuple se sent aussi exaspéré que ça va encore dégénérer à un moment donné. Parce qu'il y a beaucoup de soubresauts du 5 octobre 90, avec la conférence jusqu'à aujourd'hui. Les partis politiques qui sont créés n'ont jamais réussi à s'entendre et à parler d'une seule voix pour que ces changements soient une réalité. Oui, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas eu de transition chez nous. Je vous ai dit ça sur votre plateau depuis, ou bien à plusieurs occasions. Le problème du Togo, c'est qu'il n'y a pas eu de transition. Il n'y a pas véritablement eu de transition. La transition a été banalement sabotée, sabordée. Il y avait une transition de moins 12 mois. Non. C'est-à-dire qu'il y a eu un Premier ministre pendant 12 mois. Et un peu plus. Il n'y a pas eu de transition pendant 12 mois. Parce que la transition, telle qu'on l'a conçue à la conférence nationale, donnait au Premier ministre le pouvoir nécessaire pour pouvoir avancer et faire des élections qui permettent de faire, sinon une alternance, en tout cas, que la voix du peuple se traduise dans les urnes. Le Premier ministre n'a pas réussi cela. OK? La transition togolaise s'est terminée comme un serpent qui se mord la queue. Le Premier ministre a tourné en rond. Il n'a pas fait ce qu'il faut. Il s'est préoccupé beaucoup plus de son intérêt personnel. L'opposition a préféré lui tirer dessus tout le temps. Et finalement, le pouvoir est retourné entre les mains du général Eyadema, qui, en fait, a été celui qui a fait la transition. Or, le général Eyadema et son régime, c'est ce qui était contesté. La transition devait mettre tout le monde de côté et travailler de façon indépendante et neutre à la mise en place d'un nouveau pouvoir, même si c'est l'ancien, les choses auraient été autrement. Or, nous avons tourné en rond, le même régime est resté à place, l'opposition est toujours restée l'opposition. Il n'y a qu'au Togo seul où l'opposition est restée toujours l'opposition, et même au Congo, où l'autre, Denis Sassou Nguesso, fait plusieurs années de pouvoir, à un moment donné, il y a eu un changement. Au Gabon, il n'y a peut-être pas eu totalement ce changement-là, mais à un moment donné, Bongo a été obligé de faire avec. OK? Mais au Togo, rien n'a changé. Et le régime qui s'est maintenu, qui a réussi et a déjoué tout, considère qu'on lui a fait du tort, qu'il est blessé et qu'il doit se venger. Donc nous sommes dans un système dans lequel le régime refuse systématiquement de mettre en place tout ce qui a été décidé pendant cette période, parce qu'on considère que tout ce qui a été décidé pendant cette période a été fait contre nous. OK? Quand on va dans les actes de la conférence nationale, et j'en parlais la fois dernière, que la conférence nationale a échoué d'un côté, en ce sens qu'elle n'a pas réussi à dépassionner les débats et aboutir à la réconciliation, mais d'un autre côté, la conférence nationale a fait un travail extraordinaire. Étudier tous les aspects de la vie du pays et proposer des solutions. Et les textes sont là. Personne ne veut les mettre en application. Il suffit de prendre les textes, les résolutions, les documents qui sont sortis des commissions
de les appliquer au Togo pour que tous les problèmes du Togo aient leur solution. Mais on ne le fait pas. Et vous voyez, la plupart de nos jeunes actuellement, obnubilés par le fait que le pouvoir en place va leur donner un peu de pécule, raconter que non, que la conférence nationale a été un échec absolu, un échec cuisant. Quand je voulais leur poser la question, est-ce que vous avez jamais lu les documents de la conférence nationale? Ils n'ont jamais rien lu. Sur quelle base est-ce qu'ils disent que non, que ça a lamentablement échoué? Vous ne savez pas. Parce que le pouvoir essaye de tout faire pour gommer cette conférence nationale dans la tête des citoyens en disant qu'elle a lamentablement échoué. OK? Alors que ce n'est pas vrai. En temps, il y a eu le cap de 1994 où il y avait des élections législatives qui étaient libres et que l'opposition avait gagné à ce scrutin. Oui, l'opposition avait gagné, mais vous savez ce qui s'est passé. Vous êtes un bon ami de M. Edem Kodjo, paix à son âme. Vous savez ce qui s'est passé. Oui, quand on a 5 ou 6 députés, que quelqu'un en a 35, on ne dit pas qu'on est un parti charnière et qu'on va prendre le poste de Premier ministre. Et puis, quand quelqu'un comme ça veut prendre le poste de Premier ministre, vous, qui voulez l'intérêt du peuple, vous avez aussi la possibilité de discuter, de composer, et puis de mettre en place une stratégie. Si tant est que cette personne-là veut vraiment le poste, les deux ne se sont pas entendus. Malheureusement. Et c'est le peuple qui a trinqué. C'est le peuple qui en a récolté les conséquences dramatiques, malheureusement. Voilà. Et puis actuellement, quand on jette un regard sur l'arène politique togolaise, c'est à croire que tout est en veilleuse. On attend encore les prochaines échéances pour... En fait, comme je disais dernièrement, nous avons l'impression que, et moi personnellement, j'ai l'impression que l'opposition togolaise n'existe que pour les élections. Parce que depuis des années... C'est votre constat, Oui, c'est mon constat personnel. Que je n'entends et je ne vois l'opposition togolaise se manifester que lors des élections. L'opposition togolaise ne prend pas des problèmes de cette société à bras le corps pour faire des analyses, faire des propositions, dénoncer bien sûr, mais aussi faire des propositions. Je crois que si l'opposition faisait ce travail, le pouvoir pourrait se saisir de certaines de ces idées pour faire avancer. L'opposition ne doit pas rester dans l'idée de « c'est seulement quand j'arriverai au pouvoir que je vais faire ça ». Pendant ce temps, les populations sont dans quelle situation? L'opposition doit aussi travailler en se disant « ok, d'accord, que celui qui est au pouvoir soit là, mais il faut qu'il fasse ce qu'il faut, ce qui est nécessaire pour que l'intérêt général prévale. » Et je crois que ce combat aussi mérite d'être fait. Mais pour le moment, on n'a pas véritablement l'impression que notre opposition s'est attelée à un moment donné sérieusement à ce combat. On a parlé des états généraux de l'opposition politique pour relancer le combat. Les états généraux, tout le monde le fait, mais l'opposition togolaise ne semble pas être dans la dynamique de faire des états généraux parce que un certain nombre de personnes qui ont été, disons, à la pointe ou aux premières loges de cette opposition considèrent qu'ils ne font que du bien, ils ne font jamais de mal. C'est-à-dire que pour eux, tout ce qu'ils font est bon, rien n'est mauvais. C'est exactement comme sous le régime Eyadema. Ok? Ce que tu fais, bon, avancer, ce que tu fais, bon, avancer, avancer, avancer. C'est ça. C'est ça. À telle enseigne que même le président de la République vient dire si ce que je fais est bon, que Dieu me laisse continuer. Si ce que je fais n'est pas bon, que Dieu me barre la route. Dieu descend souvent pour aller barrer la route à celui qui fait du mal. Il dit que non, que celui qui fait du mal, sa mort ne l'intéresse pas. C'est ce que nous dit la Bible, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que il est étonnant que des gens de l'opposition... Moi, en 1996, quand j'ai écrit le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, je posais déjà le débat sur la nécessité pour l'opposition togolaise de faire son autocritique pour se réorganiser. Et je disais que si on ne le faisait pas, on ne sortirait jamais de la dictature au Togo. On ne sortirait jamais de l'à peu près démocratique au Togo. On ne sortirait jamais de la malgouvernance au Togo. Personne. Quand j'ai écrit ce livre, les gens m'en ont voulu parce que j'ai fait des critiques. Les gens m'en ont voulu, on m'a dit que non, que Gilkis Olympio, c'est le Dieu tout-puissant, en oubliant que c'est moi qui ai fait revenir Gilkis Olympio au Togo, c'est moi qui ai négocié son retour. Oui, en oubliant que c'est mon père qui a... Pas seulement l'amnistie. Pas seulement l'amnistie, pardon. Monsieur Wilson, c'est moi qui ai été chez Gilkis Olympio au Ghana pour lui demander de revenir au Togo. Avec Aboti Kinikini, monsieur Aboti Kinikini, l'ancien préfet, et Kofigo. Et c'est parce que j'ai soulevé le problème devant Eyadema
lorsqu'on discutait avec lui, le 18 mars 1991, Yadema a dit non, que Gilkis Olympio a animé des relents de vengeance. Je lui ai dit, pas question. Si Gilkis Olympio ne revient pas, notre mouvement continuera. Et qu'il faut faire une amnistie pour tous les opposants et faire revenir. Il m'a demandé si ce que je dis, je le pense, je le dis, mais oui, moi je parlerai avec Gilkis Olympio et quand il reviendra au Togo, il ne sera pas dans la dynamique de venir se venger contre vous. Et qu'il faut faire une réconciliation. Et Yadema nous a dit, si ça n'est ainsi, je vous donne carte blanche. Les frontières togolaises étaient fermées à l'époque. Il a dit, je vous ouvre les frontières, je mets un véhicule administratif à votre disposition et vous allez le voir. Puisque je lui ai fait comprendre que Gil se trouvait au Ghana à l'époque, j'avais parlé avec lui. Et nous sommes partis, on a campé 3 jours chez Gil pour le convaincre. Et c'était difficile. Il ne voulait pas revenir parce qu'il considérait que Yadema est une bête sauvage, que dès qu'il arrivera au Togo, on va vouloir le tuer. Ça a été très sérieux. Le 3e jour, il est venu chez moi dans ma chambre et il m'a dit que non, que moi il me connaissait parce que mon père a été secrétaire général du parti de son père, mon oncle a été blanchisseur de son papa, et qu'il me connaissait mais qu'il ne connaît pas les autres, qu'il ne sait pas si c'est un piège. Et lui et moi on a eu une discussion de moins une trentaine de minutes avant d'aller faire le petit déjeuner pour qu'il vienne nous annoncer après que bon ok il est prêt, il veut revenir. Et quand il devait revenir, vous demandez à Lawson Patrick, j'étais dans le comité qui a organisé son retour. Son meeting à Palimé, le premier meeting à Palimé de Gilkis Olympio, c'est mon père, Anani Gabriel Degli, qui l'a organisé. Mais celui-là, je dis que ces actes qu'il a posés ne sont pas de bons actes et on dit que non, que je n'ai pas le droit de le critiquer, je lui en veux. Mais moi, j'ai critiqué son père. J'ai fait histo-géo, pas pour voir les choses et puis passer à côté. Les dérives du régime de Sylvanos Olympio, je les ai mis dans mon livre et j'ai dit, faisons attention. Faisons attention, si nous ne corrigeons pas nos erreurs, si nous ne voyons pas nos fautes pour nous améliorer, nous risquons, en tout cas l'opposition togolaise risque de sacrifier nos populations. Personne n'a voulu. On m'a accusé de tous les maux. Des gens ont même pensé que Yadema, qui était la personne la plus critiquée dans cet ouvrage-là, qui a voulu l'arrêter en envoyant le rédacteur, le lecteur de mon éditeur mettre un virus sur mon ordinateur. On a dit que non, que Yadema a dû peut-être me donner de l'argent pour que je critique l'opposition. Et puis après, quelques années après, la plupart des opposants et la plupart des Togolais sont retournés à dire, mais Degli, ce que vous avez écrit dans ce livre, c'est ça la réalité, c'est ce que nous voyons depuis, mais c'est ça. L'opposition togolaise ne veut pas faire de mea culpa, ne veut pas faire d'autocritique, ne veut pas faire d'états généraux, ne veut pas sortir d'une certaine situation parce que peut-être les gens ont peur que si tout est dit un jour, si le linge sale est lavé, ils n'auront plus leur place. C'est dommage. C'est dommage. Ils vont dire que vous tirez sur Degli, sur l'opposition? Je ne tire pas sur l'opposition. Je dénonce. Moi, c'est mon comportement, je dénonce. Et le pouvoir en place aussi dira que je tire sur lui. Je dénonce le pouvoir en place. Ça dit quand c'est mauvais, c'est mauvais. Je donne à César ce qui est à César. Hein. Quand l'opposition fait quelque chose qui est bon, je le dis. Cet acte-là de l'opposition, c'est un acte positif. Mais quand l'opposition pose un acte négatif, ils veulent que je dise que c'est un acte positif. Je ne peux pas. Je ne suis d'aucun parti politique. Je suis un libre penseur. Je suis un indépendant. Je me bats pour l'intérêt général. Je me bats pour que le pays... Vous avez été ministre. Oui, j'ai été ministre, mais je n'étais pas ministre d'un parti politique. C'est ça. Vous savez, je vais me définir, vous allez me comprendre. Très rapidement, oui. Je suis humaniste de nature et de conviction. Défenseur des droits de l'homme par vocation. Je suis avocat de profession et j'ai été ministre par hasard. Voilà la personne que vous avez devant vous. Je suis le seul ministre qui a été ministre par hasard. Ça a été tellement terrible. Ouais, le hasard, mais si, il y a un hasard. Un jour, on me dit que je dois être ministre. Je sors de la conférence nationale, moi je fais mon travail, je suis jeune, je venais d'avoir 28 ans au lendemain de la fin de la conférence nationale, le 29 août 1991, et puis on me dit, on va vous mettre au gouvernement. J'ai dit au Premier ministre Kofi Gomen, vous vous amusez. Moi, je n'ai pas fait tout ce que j'ai fait pour être ministre, je ne veux pas. L'ambassadeur de France, Bruno Delay, a accepté quand même? Non, je n'ai pas accepté, j'ai refusé. Je suis parti aux États-Unis, je suis revenu, il y a eu les problèmes de décembre 91, et quand il y avait la crise, j'ai été avec le Premier ministre tous les jours pour faire des analyses avec lui sur comment sortir de la crise. Quand finalement, on l'a arrêté, il est sorti de chez le général Yadema après l'arrestation, il m'a appelé, je suis allé. Il m'a dit, Jean, tu vois, parce que
ces gens. Tu vois, durant toute cette crise-là, j'ai vu, tu es venu travailler avec moi. Tu attends que les crises viennent dans le pays d'abord avant que tu viennes aider. Si tu avais été peut-être autour de moi, on aurait pu éviter la crise. Je t'en prie, tu vas venir maintenant travailler. J'ai encore dit non. J'ai dit non. L'ambassadeur de France m'a reçu. J'ai dit non. Une délégation est partie voir mon père à Padimé. J'ai dit non. C'est mon père qui m'a appelé, qui m'a dit, écoute, ça dit quand le pays t'appelle, il faut répondre. Le devoir t'appelle, réponds. Je veux que tu ailles. Vas-y, donne ce que toi aussi tu peux donner au pays. C'est comme ça que j'ai accepté de rentrer au gouvernement en décembre 91. Sinon, j'ai refusé. J'ai tellement refusé que le Premier ministre pensait que c'est parce que j'avais une amie aux États-Unis que je... Mais pourquoi? Non. Mais, non, je lui disais la fois dernière que je crois qu'il a commis une erreur de me mettre comme ministre au gouvernement parce que moi, je crois que mon passage là-bas, c'est un hasard. Okay, donc, le seul ministre de hasard au Togo, c'est moi. J'ai été ministre par hasard. Ok. Merci, Madégri, pour ce témoignage, pour ces explications. Peut-être un dernier mot. Finalement, comment voyez-vous l'avenir du pays? Espoir ou crainte? Non, j'ai toujours des craintes, mais je demeure dans l'espoir. Vous savez, mais les craintes ne m'ont jamais fait perdre espoir que le Togo peut aller mieux. C'est ça. Peu m'importe. Ça, c'est intéressant. Oui. Voilà. Peu m'importe celui qui est en train de gouverner. Je crois que celui qui est en train de gouverner doit comprendre qu'il doit se battre pour l'intérêt général de ce pays. Et je m'efforcerai, je ferai tout, moi de mon côté, jusqu'à la fin de mes jours, pour que celui qui est au pouvoir au Togo, quelle que cette personne soit, que cette personne comprenne qu'il faut se battre pour l'intérêt des citoyens. Et le Togo deviendra l'ordre de l'humanité que nos grands-pères et nos pères ont imaginé. Voilà. C'est sur ce mot d'espoir que se ferme ce numéro de rencontre échange le Togo lors de l'humanité. Merci Madégri d'avoir été en ce studio pour partager vos témoignages et des souvenirs vivants et poignants avec la jeune génération qui n'a pas forcément connu cette période de 1990. Mes téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de rencontre échange. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles réflexions. Pendant ce temps, prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers. Au revoir et à très bientôt. Merci. Merci, maître. Ministre Parada. Non, mais quand j'ai dit ça la fois dernière, à la réunion de Doucet,